Donc Donc, c'est à bonsoir moi. à tous, hein. Merci pour votre Vas-y. présence et merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir et un vrai honneur pour l'association de vous recevoir ce soir. Donc, il s'agit de votre dernier ouvrage collectif, donc sur une histoire de l'olympisme, une histoire mondiale de l'olympisme, 1896 à 2024. Donc, un sujet d'actualité. Armand Brutio va mener l'entretien ce soir et il y aura un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions entre à peu près 19h40 et 20h. Ça marche. Donc Armand, je te laisse la parole. Ouais, merci Maud. Bonsoir à toutes et tous. Donc comme vient de le préciser Maud, maintenant je crois bientôt un mois des JO Paris 2024. Les Clionautes bien sûr ont le plaisir d'accueillir quatre historiens et historiennes, tous membres du groupe de recherche à chaque. Donc nous avons déjà avec nous Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et très prochainement Yvan Gasto. Bonsoir à vous, au nom de Ah, toute l'association. Bonsoir. Alors vous me couperez si je dis des bêtises sur vos travaux, hein, mais vos travaux portent entre autres sur les représentations, les discours, les imaginaires coloniaux, postcoloniaux, de manière assez large, et actualité oblige, vous poursuivez cette réflexion sur le XXe siècle au prisme de l'olympisme. Et comme l'a dit Maude, deux ouvrages nous intéresseront ce soir, deux ouvrages dont les comptes rendus se trouvent sur le site de la Cliothèque. Donc le premier était paru chez Atland et qui s'intitule Une histoire mondiale de l'olympisme, en partenariat avec la CASBEN, tout comme la très belle exposition qui de mémoire s'appelle Histoire, sport et citoyenneté, très pédagogique à destination des élèves que j'ai eu le plaisir d'avoir dans mon propre établissement il y a quelques semaines. Et donc le second ouvrage, très volumineux, je crois près de 600 pages, magnifiquement illustré aux éditions La Martinière, qui s'intitule Olympisme, une histoire du monde. Et donc, dans ces deux ouvrages, Sandrine, Pascal, Nicolas et Yvan, s'il est déjà arrivé, mais je ne crois pas. Donc, l'olympisme nous apparaît Et il véritablement. est là. il est Nous là, allons Yvan Il est voir. arrivé. Gaston. Il est Bon, toujours super. là, Yvan Gaston. Bonjour à Ah bon, tous, Bravo, heureux Yvan. de vous à point retrouver. nommé, exactement. À point nommé. Donc, l'olympisme apparaît vraiment comme la vitrine finalement des dynamiques à la fois politiques, économiques, sociétales. Et donc, c'est ça que nous allons interroger avec vous ce soir. Et donc, dans un premier temps, on a pris cette décision parce que les deux ouvrages sont extrêmement riches, intéressants. Donc, on a dû faire des choix. On ne peut pas tout dire. Et donc, bien sûr, on invite les clionautes présents à se procurer ces deux très beaux ouvrages pour préparer au mieux ces Jeux Paris 2024. Donc, on a décidé pour le premier ouvrage de suivre finalement le fil chronologique, mais en faisant un choix, une Olympiade par grande période. Et donc, Sandrine Lemaire, la première Olympiade qui va nous intéresser, celle de Paris, il y a 124 ans, la deuxième de l'ère moderne des Jeux. Donc finalement, Sandrine, en quoi cette Olympiade parisienne est révélatrice de cette époque des premiers Jeux? Bien, merci beaucoup Armand et bonsoir à tous. Je vous remercie aussi d'avoir rappelé l'exposition pédagogique puisque je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui participent au Clionautes, donc je pense que c'est important de comprendre que c'est un outil fabuleux pour appréhender l'histoire de manière générale, hein, puisque c'est ce qu'on essaye de montrer, que les Jeux Olympiques sont percutés, traversés par l'histoire mondiale. Et donc, pour 1900, c'est assez particulier de ce tout début des Jeux, vous l'avez rappelé, c'est la deuxième édition, puisque ils ont été rénovés en 1896. La première édition a eu lieu à Athènes. Et donc, il y a énormément de difficultés, si vous voulez, à attirer du monde autour du sport pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sport n'est pas populaire. Il est pratiqué par euh, des gens qui ont le temps de faire du sport et donc qui ont les moyens, et donc plutôt l'aristocratie et la bourgeoisie. Et c'est ça qui explique qu'effectivement le sport est peu populaire. Et puis ensuite, c'est loin, vous pouvez l'imaginer, on rénove ces jeux avec cette idée que c'est
a un lien très fort avec les Jeux Olympiques, donc c'est loin des Jeux hyper médiatiques tels que l'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est ça qui fait la particularité de 1900. 1900, c'est des Jeux qui sont complètement imbriqués dans une exposition universelle, au même titre que l'édition de 1904 qui succède, et puis celle de 1908. Et finalement, on est plus dans une foire euh, avec des compétitions de toutes sortes qui sont liées aux compétitions des expositions universelles, donc à savoir et plus particulièrement sur le progrès. Et pour ce qui concerne les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont même pas conscience finalement de faire partie des Jeux Olympiques. Et donc, on a des compétitions alors, qui n'ont pas été ensuite reconnues, homologuées, entre guillemets, par le comité international olympique, telles que la pêche à la ligne, où mes collègues Monsieur Blanchard et Monsieur Gasto sont très forts, le Le tir à tir la au canon. corde, Tout à fait. le tir à la corde, le tir au canon. Donc, un ensemble de compétitions qui finalement sont assez révélatrices de l'époque. Hein. Quand on pense aux compétitions d'aérostat, par exemple, ou de tir au canon, on voit bien qu'on est déjà dans la montée des tensions d'avant-guerre. Et voilà ce qui caractérise les Jeux de 1900. Donc, une immense foire avec cette particularité d'avoir des jeux noyés dans l'exposition universelle. Et dernière chose, et j'aurais tenu les 5 minutes, les femmes ne sont pas admises dans les compétitions olympiques selon les vœux de Pierre de Coubertin, mais cela correspond finalement à l'idéologie de l'époque. Hein. Coubertin seul n'aurait pas pu interdire les Jeux aux femmes. Donc on considérait que les femmes ne pouvaient pas faire de sport, que c'était indécent selon les propres termes de Coubertin. Et donc on a très peu de femmes qui participent en 1900 aux Jeux, si ce n'est dans quelques sports considérés comme décents, entre guillemets, donc à savoir des sports très aristocratiques comme le tir à l'arc, l'équitation ou le golf. Merci beaucoup Sandrine. Si ou Pascal ou Yvan ou vous voulez apporter un éclairage, vous pouvez ou on passe à la suivante hein, si vous voulez tenir les 5 minutes ou Nicolas. Non, non, Sorine Lemaire est toujours brillante et toujours complète. Elle connaît ses Olympiades par cœur. Je pense qu'entre les centaines de conférences qu'on a pu faire, ce qui est très intéressant à chaque fois, et c'est une vraie difficulté, et quand on est enseignant aussi, c'est d'arriver à synthétiser chaque Olympiade sur Mm. quelques éléments qui vont justement permettre de distinguer les différentes Olympiades qui ont pu avoir lieu. C'est très important à la fois par rapport aux élèves et par rapport aux enseignants d'aller choisir et en fait, et c'est très bien à chaque fois comme exemple de démontrer qu'il y a toujours une spécificité majeure. Il peut y en avoir d'autres, on peut les choisir. Et ça, je pense que c'est une très bonne manière d'appréhender chaque Olympiade, de la replacer ou dans son contexte politique, ou dans sa matrice, comment elle s'est organisée, ou la nature même, comment le sport s'est développé. Mm. Donc, rien Merci. à dire sur Madame Le Maire, elle était parfaite. Merci, Monsieur Blanchard. Comme Merci Sandrine. d'habitude. Merci à vous. Donc, alors on va passer à la deuxième période. Hein. On tourne dans cette Europe des totalitarismes. Hein. La Première Guerre est passée par là. Et donc, on ne peut bien sûr qu'évoquer les Jeux de Berlin de 1936 et notamment les 4 médailles de Jesse Owens qui sont restées ancrées dans la mémoire collective. Hein. Et cette fois, c'est Nicolas Bancel qui va nous présenter cette Olympiade qui est notamment hein, marquée du sceau du nazisme. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Olympiade, en fait, a été attribuée par le CIO en 1931, c'est-à-dire à une période où les nazis n'étaient pas arrivés au pouvoir. Les nazis arrivent au pouvoir en 1933, début 1933, et il y a une hésitation à la fois du côté nazi et d'autre part du CIO. Du côté des nazis, parce que Hitler n'est pas enthousiaste, en fait, à recevoir les Jeux Olympiques, il ne voit pas un intérêt immédiat à organiser cette grande manifestation qui coûte beaucoup d'argent. D'autre part, il est beaucoup plus, lui, formé par la gymnastique militaire, donc le sport, c'est un peu loin de ses bases. Et puis d'autre part, au CIO, on s'interroge parce qu'en 1933, les nazis n'ont rien occulté de leur programme, hein, qui est un programme à la fois raciste, hein, on le sait, antisémite. Et dès 1933, les premières mesures antisémites sont prises dans le droit allemand. Donc ça ne fait pas grand, on ne fait pas grand mystère en Allemagne de la position du régime.
Et puis d'autre part, donc, pour le CIO se pose la question du respect de la charte olympique. La charte olympique stipule quand même que les conditions de l'égalité doivent être totalement réunies. Il ne peut pas y avoir de discrimination, ni en raison de la race, ni en raison de la religion, etc. Ça semble poser un problème, évidemment, en Allemagne. Et sur ces entrefaites, Avery Brundage, qui est président de l'association athlétique amateur américaine, qui fait partie du CIO, se propose de faire une tournée en Allemagne pour vérifier, je dirais, la possibilité simplement eh bien, d'établir les Jeux Olympiques, de confirmer Berlin, en fait, dans sa position d'hôte des Jeux Olympiques. Et il va rencontrer donc les responsables allemands, Theodor Lewald, Karl Diem, Goebbels aussi, qui entre-temps a réussi à convaincre Hitler de l'intérêt politique et géopolitique de l'Allemagne à recevoir les Jeux Olympiques. On sait que Goebbels a une grande intuition en termes de propagande. Il sera un organisateur de la propagande nazie tout à fait ingénieux et tout à fait compétent. Et donc Hitler a fini par se laisser convaincre. Et Avery Brundage donc rencontre Leval, rencontre Goebbels, rencontre Diem, et puis il revient avec une vision très positive finalement de la possibilité de faire ces jeux en Allemagne. Il va donner des garanties en quelque sorte au CIO en expliquant que les Allemands se sont engagés à ce qu'il n'y ait aucune discrimination. Évidemment, les nazis ne vont pas tenir parole, ils ne tiennent jamais parole, et dans la sélection allemande, il n'y aura aucun athlète juif allemand. D'ailleurs, dès 1933, s'engage de la discrimination même dans le monde sportif. C'est-à-dire qu'on va séparer les clubs ariens et les clubs juifs. La plupart enfin, les juifs qui pouvaient pratiquer le sport dans des clubs entre guillemets ariens ou mixtes sont éjectés et on crée en fait deux entités, une entité du sport arien et une entité du sport juif. Évidemment, ça pose des problèmes aussi internationaux parce que l'Europe est quand même inquiète de l'arrivée des nazis au pouvoir. Ils n'ont pas non plus caché leur intention de conquête impériale, en tout cas géopolitique sur un plan limité, tout d'abord pour réunir ce qu'on appelle la diaspora allemande. Ils réclament déjà les Sudètes, ils ont des vues sur la Tchécoslovaquie, dans le couloir de Danzig. Donc tout ça inquiète évidemment fortement les démocraties occidentales en particulier, qui redoutent par-dessus tout le déclenchement d'une deuxième guerre qui pourrait éventuellement devenir une deuxième guerre mondiale. Alors, Avery Brundage a posé ses garanties. On sait maintenant qu'Avery Brundage, en fait, était relativement bienveillant, pour ne pas dire plus, vis-à-vis d'origine nazie, qu'il est raciste. On a eu accès à ses correspondances des années 50, des années 60, puisqu'il va être président du CIO entre 1952 et 1972, avec une inclinaison antisémite assez affirmée aussi. Donc, il était, je dirais, peut-être pas le plus objectif pour accorder les Jeux à l'Allemagne. En tout cas, ces Jeux sont accordés. Et les nazis vont en faire une vitrine extraordinairement efficace à la fois, je dirais, de la puissance du régime. On va construire, par exemple, le plus grand stade du monde en quelques années. En 3 ans, le plus grand stade du monde est construit. C'est un bâtiment je dirais, dans le délire architectural nazi, dans sa grandiloquence. 110 000 places, les statues géantes d'Arnaud Breker, des colonnades à la grecque tout autour du stade. On est vraiment dans l'univers, cet univers un peu baroque et en même temps quelquefois un peu fascinant, qui va fasciner d'ailleurs l'Europe. Et comme il l'avait promis, Goebbels va organiser une propagande extrêmement minutieuse en créant un comité de presse spécial, enfin un service de presse spécial dédié aux Jeux Olympiques, qui va faire monter la sauce, entre guillemets, plusieurs mois avant les Jeux Olympiques, en envoyant des dépêches à tous les grands journaux du monde, en accueillant les journalistes dans des conditions tout à fait extraordinaires, avec une salle qui leur est dédiée, des logements qui leur sont offerts, un village olympique très moderne, des exploits technologiques, la diffusion des jeux par la télévision. Et puis des spectacles aussi, des spectacles qui sont offerts par les cérémonies d'ouverture et de clôture. La fameuse invention aussi du parcours de la flamme. On le célèbre aujourd'hui, on ne sait pas qu'il est d'origine nazie, c'est Goebbels et Lewald qui ont cette idée. Et qui est en fait une espèce, quand on regarde le film de Riefenstahl et qu'on voit le parcours de la flamme à travers l'Europe, quelque part, ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on voit, d'une certaine manière, les conquêtes nazies qui vont advenir après 1936 se projeter en quelque sorte sur l'écran avec tous les pays qui vont être conquis par le régime.
Alors, c'est vrai, les jeux sont contrebalancés, en tout cas c'est l'interprétation qu'on a voulu en donner par l'exploit de Jesse Owens qui aurait en quelque sorte ridiculisé la propagande nazie et la supériorité de la race aryenne. Bon, les nazis ne sont pas totalement idiots, ils s'attendaient évidemment à ne pas glaner toutes les médailles. Et ils s'attendaient aussi, bien sûr, à ce que des athlètes noirs, africains, américains ou autres, surpassent des athlètes allemands. C'était dans l'ordre des choses. Et en fait, en Allemagne même, les exploits de Jesse Owens sont marqués comme celles d'un grand champion, comme elles sont marquées au niveau mondial, mais elles n'atténuent pas du tout le succès géopolitique des Jeux qui, encore une fois, fascine le monde entier. Je pense que les exploits de Jesse Owens sont une reconstruction, en fait, d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, pour, comment dire, c'est une sorte de mythe compensateur, en quelque sorte, à la réussite objective des Jeux pour le régime nazi. Parce que les journalistes qui arrivent, les centaines de milliers de touristes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une Allemagne qui finalement n'a pas l'air si antisémite que ça. On a pris soin d'enlever tous les panneaux antisémites qui couvrent les boutiques juives, qui sont à l'entrée des villages et des petites villes alentours de Berlin où on explique que cette ville ou ce village est, entre guillemets, nettoyé de ces juifs. On a fait place nette hein, pour une espèce d'image d'Épinal d'un régime certes autoritaire, mais finalement plein de bonnes intentions, qui s'accorde avec le discours pacifique des Jeux Olympiques pour finalement endormir la méfiance des démocraties européennes. C'est pas soulevé sans des oppositions, je terminerai là-dessus, parce qu'il y a quand même un mouvement qui est organisé notamment par l'Internationale rouge socialiste, épaulé d'ailleurs par les soviétiques, qui va vouloir organiser des contre-jeux, ça s'appelle les Spartakiades. Ça doit avoir lieu à Barcelone, Barcelone qui a été éliminée d'ailleurs en 1931 au profit de Berlin. Et ça prend forme assez rapidement. Hein. Il y a quand même l'Internationale rouge, elle réunit plus d'1,5 million de sportifs ouvriers dans des clubs ouvriers. Et il y a 20 000 athlètes sélectionnés qui doivent se rendre à Barcelone. Malheureusement, la guerre d'Espagne va éclater et les Spartakiades n'auront pas lieu. À noter également que, contrairement à les espoirs qui avaient été mis dans ces mouvements d'opposition, aucun État ne va boycotter les Jeux de Berlin. Donc, au final, à la sortie des Jeux, non seulement l'Allemagne est sur le plan sportif couronné parce qu'elle remporte le tableau des médailles, et c'est elle qui obtient le plus de médailles, elle devance assez largement quand même les États-Unis, et en plus, ils ont réussi à faire une propagande extraordinairement efficace pour le régime. Merci, merci Nicolas pour ce bel éclairage très intéressant sur les JO de Berlin qu'on croit toujours finalement très bien connaître, mais voilà, il y a toujours besoin d'un éclairage supplémentaire. Merci beaucoup. Euh, Pascal Blanchard, après la Seconde Guerre mondiale, vient finalement maintenant le temps de la guerre froide, mais pas seulement, des décolonisations, des revendications liées aux discriminations. Et donc, c'est dans ce contexte qu'interviennent les Jeux de Mexico 1968 et notamment les premiers Jeux à se dérouler dans un pays du tiers-monde. Donc, Pascal Blanchard, Tout à vous à la fait. parole sur ces Olympiades de 1968. Bah, c'est je dirais un bon rebondissement après la présentation de Nicolas, parce qu'on passe d'une dictature du Nord à une dictature du Sud. Ce qu'on oublie toujours, parce que les Jeux de Mexico étant voilés, on en parlera par, bien sûr, la lutte des Afro-Américains des droits civiques avec Smith et Carlos sur le podium, et qui, quelque part, a voilé complètement l'histoire. Mais ce qui fait aussi débat à l'époque et bien avant l'événement sur le podium, c'est d'offrir les Jeux à un pays, même si c'est une dictature, comme vient de nous le rappeler l'ambassade de Mexique, vu que nous fêtons l'année du Mexique cette année en France. Certes, c'est une dictature qui a gagné dans les urnes, mais ça reste une dictature qui sait parfaitement bien contrôler les élections démocratiques. C'est important à dire parce que le contexte qui va préparer ces Jeux va déjà être un contexte qui fait débat en termes de boycott. Beaucoup de pays et toute une campagne internationale de boycott, et à l'intérieur du pays, ce qui est là une nouveauté, il y a un mouvement social et notamment un mouvement étudiant qui profite des Jeux Olympiques pour essayer d'arriver à faire entendre sa voix. Et ce mouvement étudiant démarre plusieurs semaines avant l'organisation et l'ouverture des Jeux, va semaine après semaine être de plus en plus présent sur les grandes places de Mexico City, entraînant et à un moment poussant le régime en place, qui veut par définition organiser des Jeux parfaits pour démontrer que le Mexique est rentré dans la cour des grands, car n'oublions pas qu'organiser une Olympiade ou une Coupe du Monde de foot d'ailleurs, c'est d'une certaine manière montrer qu'un pays est une grande puissance, a la capacité d'organiser des Jeux. C'est donc autant un acte diplomatique qu'un acte politique, et la répression va être terrible.
On estime aujourd'hui certainement à 400 morts à 15 jours de l'ouverture des Jeux. Et c'est totalement oublié par l'histoire. Et j'en ai fait une communication avec Nicolas il y a peu de temps à un colloque. C'est à la fois oublié historiquement et c'est même oublié visuellement, dans le sens où les images de ces massacres et cette répression n'ont pas du tout marqué l'imaginaire collectif, justement parce que les images de Tommy et Smith et de Carlos ont totalement subsumé ces Jeux de 68, alors qu'il y avait pratiquement toutes les grandes agences de presse et tous les journalistes présents à Mexico, et qu'il y a des centaines d'images de cette répression. On voit à la fois, parce que, si vous préférez, l'État policier ne peut pas empêcher les journalistes d'être présents. Ils sont en train de préparer leur reportage sur les Jeux qui vont démarrer. Ils commencent à informer chacun leurs médias respectifs. On a plus de 1000 journalistes qui sont présents. Donc vous imaginez bien une ville avec une répression absolue, avec des centaines de milliers de manifestants, avec une répression policière et militaire. Associated Press, par exemple, fait des centaines d'images de répression. On voit les policiers arrêter les étudiants, on voit des exactions, on voit des morts. Et ces images vont passer totalement inaperçues à la veille des Jeux. Et quand les portes des Jeux vont ouvrir, ce qui est assez incroyable dans ces Jeux, c'est que ces Jeux sont placés sous le signe de la paix. Et en fait, on ne voit que des colombes partout. C'est le slogan de ces Jeux. Ce qui est totalement d'un décalage absolu. On a caché avec d'immenses palissades, d'ailleurs, la route qui mène de l'aéroport au stade et au village olympique pour qu'on ne voit pas les favelas et les zones pauvres et qu'on évite aussi toute manifestation sur les bords des routes. Donc les journalistes vont rentrer dans un monde totalement fabriqué, un peu comme Berlin. Nico n'a pas eu le temps de le développer, mais quand les Jeux de Berlin sont organisés, les Allemands, les nazis nettoient complètement les villes de toute inscription antisémite, mais également de toute trace de pauvreté, fabriquent un univers idéal. Mexico, c'est la même chose. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrivent les sportifs, et ils arrivent à un moment où, au début des Jeux, on ne peut pas dire que tout le monde s'attend à ce qu'il ne se passe rien, mais ça, avec ces événements déjà qui ont eu lieu, d'une certaine manière, les Jeux ouvrent avec plutôt une dimension sportive qu'une dimension politique, malgré une année qui a été intimement politique. 68, je rappelle que pour ceux qui vivent actuellement sur des campus aux États-Unis ou en Europe, on sait ce que ça veut dire des étudiants qui manifestent. Actuellement, bah dites-vous que début 68, c'est à peu près la même cartographie des campus aux États-Unis et en Europe contre la guerre du Vietnam. Il y a une mobilisation incroyable qui va amener après à la mobilisation étudiante dans beaucoup de pays, dont mai 68 en France, mais pas simplement en France. C'est une année de bouleversement très fort. On est aussi dans une année électorale américaine. Nixon a démarré l'année à moins 22 points dans la campagne et va terminer l'année en gagnant cette élection qui va avoir lieu un mois après les Jeux de Mexico. Là, on n'est pas en plein été pour Mexico, ça se passe au dernier trimestre de l'année. Donc c'est une année qui est intimement politique. Et tous ces éléments politiques, la guerre du Vietnam, les manifestations, les événements étudiants, voilent d'une certaine manière la question des droits civiques, même s'il y a eu l'assassinat de Martin Luther King. Et quand ouvre les Jeux, la presse, les médias s'intéressent beaucoup plus à l'altitude, parce que c'est la première fois qu'on fait des Jeux à plus de 2000 mètres d'altitude, et aux exploits possibles des sportifs, puisque tout le monde, et les sportifs, puisque tout le monde attend à cette altitude-là, quelque part, des exploits incroyables. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer en termes sportifs, là, purement sportifs. Ce sont des Jeux qui vont exploser tous les records du monde. Alors, on ne va pas comparer avec les tout premiers Jeux, puisque par définition, Soren l'a très bien dit, 96, 1900, 1904, c'est le temps du bricolage. C'est pas trop difficile d'exploser les records à ce moment-là, puisque les records n'existaient pas olympiques. Là, on rentre quand même dans une époque où les Jeux de 68 vont imposer un certain nombre de records et ils vont surtout, et ça c'est fondamental à comprendre pour le podium, être des Jeux médiatiques. C'est-à-dire que la notion même de télévision qui regarde les Jeux, ça y est, c'est rentré, je dirais, dans les mœurs, non pas mondiaux, puisque les télévisions ne sont pas diffusées à l'échelle du monde, mais pour la quarantaine de pays occidentaux, la télévision est déjà devenue en 68 un objet du quotidien et de l'intérieur des gens. Même si dans beaucoup d'endroits, les gens regardent en collectif. On voit plein de photographies, vous voyez des gens devant des magasins de télévision en train de regarder les Jeux Olympiques. Ces Jeux 68, avant de rentrer dans l'histoire du podium et de ce qui a marqué la mémoire du siècle, et notamment cette célèbre photographie, c'est aussi le duel entre l'URSS et les États-Unis. Les États-Unis ont vu arriver à partir de 52 l'URSS dans le jeu olympique qui, jusqu'alors, Nicolas n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, refusait les jeux bourgeois. Et à travers ces Spartakiades, avaient leur propre jeu. Ce temps-là est terminé, le temps de la guerre froide, c'est l'idée pour les Soviétiques qui loupent le coche en 48. En gros, personne n'a envie de les voir. Mais en 52, ils sont là, ils échouent de très très peu pour battre les Américains. À partir de 58, ils deviennent la première nation olympique. Et le début des années 60, c'est le plus gros écart en médailles entre l'URSS en 1960 et les États-Unis. Pratiquement 30 médailles d'écart, ce qui pour les Américains est une humiliation absolue. L'URSS gagne les Jeux de 60 avec près de 103 médailles. Et le sport américain tente de reconquérir son leadership mondial. Ce n'est pas seulement un leadership sportif, c'est vraiment un leadership politique. Dès 64,
le combat continue, même si les Américains terminent premiers en médaille d'or. Ce que les Russes disent, et ça c'est leur ruse, au nombre de médailles totales, l'URSS est encore devant les États-Unis. Donc il y a une polémique de chaque côté. En fait, chacun a gagné les Jeux. Propagande américaine, on a gagné les Jeux avec les médailles d'or. Propagande soviétique, on a gagné les Jeux par le nombre de médailles. Et 68, c'est la version pour la première fois où les États-Unis vont reprendre la main sur l'URSS. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît un sujet totalement secondaire. Je rappelle juste que ça a fait la presse, à peu près de toute la presse sportive politique américaine pendant 15 jours. Beaucoup plus importante que le point levé. Parce que d'une certaine manière, c'était la démonstration en 68 que l'Amérique revenait. Que l'Amérique de Nixon revenait. L'Amérique de Nixon qui va gagner les zones. Qu'une Amérique républicaine arrivait à s'imposer face à l'ennemi soviétique. Tout ce contexte-là, on ne peut pas dire que Wounded et les autres ne s'attendaient pas à ce qu'il se passe quelque chose, puisqu'on avait bien vu sur les campus américains, et notamment que les athlètes noirs américains avaient posé beaucoup de débats depuis un an, boycott, pas boycott, venir, pas venir à Mexico. Wounded, le président du CIO, ne sera pas présent, notamment à la remise des médailles du 200 mètres. Il ne se passe rien au 100 mètres des hommes, alors que tout le monde s'y attend, que Hein notamment manifeste. Il va se passer quelque chose, c'est la première épreuve où il se passe quelque chose, c'est au moment du 200 mètres, et au moment de monter sur le podium, et Tommy Smith, qui était avec nous il y a une semaine, le raconte beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que c'était un très bel événement au musée de la Porte Dorée, pour les chanceux, les 250 personnes chanceuses qui ont été là toute la journée pour ce colloque, qui ont croisé Tommy Smith, il nous l'a raconté 100 fois. Ce qui est génial, d'ailleurs, c'est que nous, les historiens, on pensait connaître l'histoire, bah, au moins il nous a appris que l'histoire n'était pas celle qu'on croyait. En même temps, il sait très bien vendre son mythe. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas simplement un point levé, c'est pas simplement des chaussures enlevées, c'est pas simplement un collier, c'est pas simplement une tête baissée au moment de l'hymne. C'est d'abord la compréhension que devant 400 millions de téléspectateurs et les photographes présents, vous allez faire un geste qui va devenir un monument visuel. Vous faites un acte qui dépasse la militance habituelle. C'est déjà la compréhension qu'ils sont dans un événement monde. Et c'est l'événement le plus médiatisé. Donc leur geste est d'abord un geste médiatique. Ils seront, donc vous connaissez l'histoire, tous les deux sanctionnés par leurs comités nationaux olympiques, comme d'ailleurs sera sanctionné Norman, l'Australien qui portait le badge de soutien à Carlos et Smith. Ils seront éjectés à vie de toute épreuve olympique. On leur retirera aussi leur record du monde. Je ne rentre pas dans les détails parce que tout le monde connaît cette histoire, mais ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est la suite. Il faut savoir que les athlètes qui vont imiter leurs gestes, notamment au 400 mètres, le relais, ne seront pas sanctionnés par le comité américain, parce qu'on a besoin d'eux dans d'autres épreuves. On sait aujourd'hui, on a mis du temps avec toute l'équipe, Yvan, Sandrine, Nicolas, Elisabeth, Sébastien, Stéphane, à chercher cette célèbre photo dont tout le monde nous avait parlé, mais moi que je n'avais jamais vue de mes yeux vus, c'est Forsberry, le célèbre Forsberry qui fait le saut, sportif blanc, je le rappelle pour les non-sportifs qui nous écoutent, qui lui aussi sur le podium lève le poing. Pas de sanction. Et on a tous oublié qu'en 72, 4 ans plus tard, d'autres athlètes américains vont faire le même geste et ne seront pas sanctionnés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont à la fois, ils seront les seuls sanctionnés, mais en même temps, leur image, et je terminerai par ça, de Mexico 68, est devenue l'image la plus mythique de l'Olympisme. Deux indices dessus qui sont intéressants. Times a classé cette image parmi les 100 images qui ont fait le XXe siècle, et c'est l'une des rares images sportives dans la sélection de Times. Et quand on fait l'expo à des jeunes scolaires avec toute l'équipe, au musée de la Porte Dorée, au palais de la Porte Dorée, pardon, c'est la première image. Normal, on fait une expo, elle est chronologique, donc on commence en 96, et honnêtement, jusqu'à 68, les collégiens et les lycéens, ils ne reconnaissent rien. Johnny Westmuller, ça leur dit rien, même Jesse Owens, c'est pas encore bien marqué. Mais alors, il y a une image qui s'identifie immédiatement. De temps en temps, Mohamed Ali, en 60. Mais alors, celle du point, ils la connaissent tous. C'est qu'elle a dépassé simplement l'univers du sport pour faire de l'olympisme aussi un espace politique et de revendication. Et elle est devenue un emblème de ce récit, un emblème qui, quelque part, résume assez bien d'ailleurs le travail qu'on a pu faire d'expliquer qu'à travers le sport, à travers l'histoire de l'olympisme, on racontait aussi une histoire du monde, une histoire politique, parce qu'il y avait à peu près tous nos sujets, diversité, revendication des femmes, égalité, discrimination, petite nation, guerre froide, montée des nationalismes, éco-responsabilité. Bah, vous prenez 50 ans d'olympisme et vous racontez les mutations de ce monde à travers ces jeux. Donc les jeux de 68 sont certainement un moment de basculement avec tous les points que je vous ai dit. Et puis, il faut rentrer dans cette médiatisation monde des jeux qui vont devenir après le modèle dominant. Et je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant les deux mamelles du CIO, les médias et les marques. Et en 68, ceci est posé de manière irréversible. Aujourd'hui encore, ce sont les médias qui font quelque part la manière de filmer, de projeter, d'organiser, de structurer et même, je le rappelle, les plannings des épreuves. Posez-vous la question pourquoi le monde occidental regarde le 100 mètres à 20 heures. Demandez au diffuseur. C'est lui qui décide. Merci. Merci Pascal Bangère et merci de rappeler bien sûr que tout ce qui est dit ici et tous les précieux documents qu'on trouve
notamment dans le livre édité à la Martinière et donc l'exposition à la Porte Dorée, sont autant de ressources et d'éléments à apporter à nos élèves, hein. Même si, en effet, peut-être que certaines Olympiades leur paraissent plus lointaines, ou certains sportifs, hein, mais voilà, c'est toujours intéressant aussi de les ouvrir aussi peut-être à des choses qu'ils connaissent un petit peu moins, ou de leur expliquer ce qu'ils semblent connaître, mais parfois avec un petit peu d'hésitation ou d'approximation, bien sûr. Merci Pascal. Merci. On fait un petit bond dans le temps avec Yvan Gasto, 1992. On est dans une Espagne qui tourne, hein, ça y est, qui a tourné la page franquisme. On est dans une Europe qui se construit, hein, 1992, traité Maastricht, et dans un monde qui voit s'effacer aussi la guerre froide. Et donc, c'est à ce moment qu'arrive Yvan Gasto, les Jeux de Barcelone, qui semblent donc marquer l'entrée des Jeux dans une nouvelle dynamique olympique. Oui, merci de me donner la parole en quatrième position. J'ai été un peu le dernier de la bande et j'ai récupéré ce que mes camarades ont bien voulu me laisser. Donc, je suis ravi d'évoquer en quatrième position ces jeux qui sont plus près de nous, effectivement, les jeux de Barcelone. Jeux de Barcelone qui ont une grande importance. Vous avez bien introduit le cadre. Ce sont des jeux qui marquent la fin d'une époque dans notre exposition, le début de l'ère, on va dire, peut-être que certains collègues pourraient appeler du temps présent. Nos élèves n'étaient pas encore nés en 1992. Pascal a évoqué le fait qu'ils ont peut-être aujourd'hui retenu l'image du podium. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup retenu de choses de 1992, si ce n'est peut-être un mot, la Dream Team, hein, la Dream Team de basketball qui symbolise sans doute une des évolutions majeures de l'olympisme à ce moment-là. Alors, je voudrais peut-être commencer par une chose. 1992, c'est un homme et une ville. Peut-être, alors bien sûr, chaque Olympiade, c'est une ville, hein, mais en particulier celle de 92 présente en majesté la ville de Barcelone qui, me semble-t-il, n'est plus la même avant et après les Jeux. C'est une ville qui a toujours tutoyé les Jeux. Tout à l'heure, Nicolas a évoqué la possible, le champ des possibles qui était celui de organiser les Jeux de 36 en concurrence avec Berlin. Ça n'avait pas pu avoir lieu. Puis en 36, les contre-jeux n'ont pas pu avoir lieu non plus. Donc c'est une ville qui a été contrariée sur sa dimension olympique et qui, enfin, en 1992, obtient le Graal d'organiser les Jeux à un moment crucial, à un moment où le monde change, puisqu'on parle dans cette exposition et dans le catalogue et dans le livre d'une autre histoire du monde ou d'une histoire du monde. Eh bien, le monde a complètement changé et Barcelone a complètement changé. C'est-à-dire que cette ville qui, euh, à partir de 1992, a connu une sorte de polarité qui a continué, notamment, vous le savez sans doute, hein, l'auberge espagnole, par exemple, hein, cet intérêt pour la ville, une ville qui devient cosmopolite encore plus nettement à partir de 92, notamment estudiantine, qu'avant. Donc les Jeux olympiques ont été un véritable boost pour cette ville, il faut le noter, il faut le prendre en compte. Si on fait de l'histoire urbaine, c'est sans doute un élément important, d'ailleurs comme ceux de Séoul en 88, hein, qui changent la donne complètement de la ville de Séoul et de la Corée du Sud. Donc ça, c'est un premier point. C'est la ville d'un homme. Ce sont les Jeux d'un homme également, Juan Antonio Samaranch. Juan Antonio Samaranch, il faut aussi envisager les Jeux olympiques à travers leur structure, mais aussi leur figure dans l'organisation. Samaranch, tout à l'heure, vous disiez que c'était les Jeux qui signifiaient une sorte d'après-franquisme. Oui, et en même temps, Samaranch incarne encore une forme de franquisme qui reste à l'ordre du jour, puisque cet homme va, si vous allez aujourd'hui à Barcelone, je vous invite à aller voir, il y a plein de choses à visiter, mais il y a sans doute aussi à visiter le musée olympique, qui est aussi le musée des Jeux de 1992. Dans ce musée, vous avez en majesté Juan Antonio Samaranch, dont je vous rappelle que c'était un athlète de haut niveau dans beaucoup de disciplines, footballeur, tireur, cycliste, mais qui était devenu un franquiste de grande obédience, on pourrait dire, hein, jusqu'à la fin du franquisme, et qui va savoir rebondir, notamment au comité olympique. Un dignitaire de l'olympisme, né en 1920, donc qui a connu les grandes époques de l'entre-deux-guerres en tant que jeune, mais surtout d'après-guerre, et bien sûr de l'Espagne de Franco, mais qui va vivre jusqu'en 2010, mort à 90 ans. Ces jeux, ce sont les siens, d'une certaine manière. C'est sa consécration. C'est lui qui va manœuvrer beaucoup après un autre grand dignitaire de l'olympisme, Lord Kilanin, par exemple, tout en étant franquiste. C'est lui qui, en quelque sorte, a sauvé les Jeux de Moscou
pour l'olympisme et je dirais contre ses valeurs, hein, qui étaient très anticommunistes, eh bien, il sauvera les Jeux de Moscou et il va beaucoup œuvrer en coulisses, notamment pour que Barcelone contre Paris soit désignée comme ville olympique en 1986. C'est une victoire. Les Parisiens, d'ailleurs, et la France, on a un peu oublié ça, puisqu'on a eu aussi le désagrément de Londres en 2012, où on pensait aussi avoir les Jeux. Enfin, en 2024, on a obtenu cette possibilité. En 86, on était en concurrence avec Barcelone, et donc Barcelone va s'enorgueillir de la qualité que Juan Antonio Samaranch mettra pour organiser ces Jeux. D'ailleurs, dans une partie de la ville qui était très à l'ancienne, hein, puisque c'est sur la colline de Montjuïc, notamment, que les vestiges sont encore présents et que les Jeux ont été en grande partie organisés. Pas que, mais quand même, c'était là l'élément important. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis, bien entendu, au-delà de l'Espagne, hein, donc il connaît un tournant avec ces Jeux. Alors bien sûr, inauguré par le roi Juan Carlos, voulant tourner la page, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une histoire un peu contrariée. Donc l'Espagne résolument portée vers un nouveau monde. Eh bien, cette Espagne portée vers un nouveau monde, c'est aussi une époque de l'après-guerre froide, hein. Le mur de Berlin est tombé depuis l'Olympiade précédente, hein, 1989, et le monde a complètement changé. Ça, c'est essentiel de le dire. Le monde est devenu un monde de post-guerre froide, et ça se ressent en termes de représentation des nations. Je vous pose la question, hein, si on pouvait ici échanger, qui a remporté le plus de médailles en 1992? Eh bien, la réponse, c'est un pays qui n'existe plus, la CEI. Hein, je sais que les collègues connaissent bien cette histoire, la communauté des États indépendants, c'est-à-dire cette ex-URSS qui ne continue à exister que par le sport. Eh bien, c'est elle qui remporte le plus de médailles, 112, alors que les États-Unis arrivent qu'à 108. Donc, surprise, hein, l'URSS, qui n'est plus l'URSS, remporte le plus de médailles, une sorte de pirouette, hein. Et l'Allemagne, hein, qui se situe en troisième position, est un pays qui, pour la première fois depuis 1964, est un pays remembré, hein, puisque l'Est et l'Ouest se retrouvent pour la première fois réunis, hein. Ce n'était pas le cas en 1988, depuis plusieurs Olympiades. Donc ça, c'est un élément important qui montre qu'on est dans une autre époque. Autre élément, les résonances du monde, hein, c'est notre ADN, hein, dans l'exposition, sont fortes en 1992. Je situerai deux points, hein. Le premier, l'ex-Yougoslavie. L'Yougoslavie, alors on sait, l'Euro de football en 92 avait fait que la Yougoslavie n'avait pas participé parce que le pays était disloqué. Ça se passe un peu différemment pour les Jeux Olympiques, puisque vous avez quelques pays déjà fraîchement indépendants, mais pas encore sortis d'affaires. Je pense à la Bosnie-Herzégovine, je pense à la Croatie, je pense à la Slovénie, participent en tant que nation indépendante, 92, avec une velléité politique très marquée, hein. Donc c'est un enjeu très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple, évidemment, on est aussi dans le post-apartheid. Post-apartheid qui montre que l'Afrique du Sud a eu maille à partir avec le CIO, ou le contraire, plutôt le CIO a eu maille à partir avec l'Afrique du Sud, controversée, sa participation boycottée. Et en 1992, tout a changé. Le mur de Berlin est tombé, mais Mandela a été libéré. Et en 1992, alors chacun de mes collègues en parlait d'une image sportive forte. Je n'en ai pas encore parlé. Il y en a une qui m'a semblé intéressante. C'est effectivement celle d'Erartu Toulou, qui fait un tour d'honneur avec Elena Meyer, c'est-à-dire l'Éthiopienne et la Sud-Africaine, la noire et la blanche, en tour d'honneur. Première et deuxième du 10 000 mètres féminin font un tour d'honneur après la victoire de Toulouse et la seconde place de Meyer. Un symbole absolument phénoménal que l'exposition met très bien en scène et qui, tout en étant symbolique, d'une certaine manière, essaie de mettre une Afrique en réconciliation, comme ce sera le cas dans ces années 1992. Enfin, dernier point, j'ai commencé par là, je termine par là. Les Jeux de 92 sont aussi des Jeux du renouveau à l'intérieur de l'olympisme, puisque officiellement, en 1992, l'amateurisme est mort. Alors, pas totalement, hein, puisqu'il reste encore des sportifs amateurs, mais officiellement, les professionnels peuvent concourir. Alors, après de longues années, vous vous rendez compte, ça fait un siècle que Pierre de Coubertin avait énoncé l'amateurisme. Enfin, après des années et des années d'hypocrisie, en 1992, sans doute pour sa survie, le CIO accepte que des professionnels, tennisman, basketteurs participent aux Jeux. Et c'est l'occasion de mettre en évidence, évidemment, Michael Jordan, hein, la Dream Team, qui écrase la compétition de basket et qui redonne du spectacle et du spectaculaire aux Jeux Olympiques. Il y en avait bien besoin, peut-être après la guerre froide. Voilà, donc des Olympiades extrêmement riches, comme chacune, mais celle de Barcelone a un parfum particulier parce qu'elle ouvre toute la période qui va suivre. C'est un monde nouveau qui me semble être encore celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Merci.
Merci, Jean Gasto. Des Olympiades qui se poursuivront, hein. Alors, on aurait pu aussi évoquer celle de Pékin, bien sûr, en 2008, qui font entrer l'olympisme dans le 21e siècle cette fois, avec de nouveaux enjeux, une charge symbolique, des débats, des polémiques suscitées. Peut-être pour une question de temps, si je ne frustre personne, bien sûr, de nos quatre intervenants, on peut peut-être passer au deuxième temps, où on avait eu cette idée de se baser sur des photographies issues du magnifique ouvrage donc Olympisme, une histoire du monde, édition La Martinière, photos bien sûr présentes au musée de la Porte Dorée à Paris, hein, et à partir des photos que vous avez sélectionnées, eh bien, nous dire finalement ce qu'elles nous apprennent des principaux enjeux liés à l'olympisme. Certains ont déjà été évoqués, hein, Yvan vient de nous parler de l'amateurisme, hein, mais bien sûr d'autres enjeux essentiels, la place des femmes, etc. Les discriminations sont aussi des enjeux qu'on retrouve dans vos deux ouvrages qui sont au cœur, hein, des deux ouvrages. La première photo qui avait été choisie par Sandrine, c'est cette photo. On est à Anvers, on est en 1920 et bien sûr on sort de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est Sandrine qui va nous décrire peut-être à la fois cette photo, mais aussi nous livrer une analyse, hein, et nous en apprendre plus sur ces enjeux, hein, qu'on peut retrouver au travers de cette photographie. Oui, merci beaucoup Armand. Alors 1920, c'est intéressant parce que c'est là où les jeux commencent à devenir autonomes, au sens où ils sont reconnus, hein, comme Jeux olympiques, et où finalement, pendant tout cet entre-deux-guerres, on apprend aux populations à respecter les règles, notamment de timing, donc ne pas parler 10 minutes ou 13 minutes quand on en donne 5. Je pense qu'il y a mes petits camarades qui ont joué des prolongations, donc je vais les jouer maintenant. Et donc Pascal Blanchin a réussi à battre quand même Nicolas Bancel. C'était un match dans le match. Le match Euh, n'est pas fini. et donc, j'ai choisi effectivement cette photographie parce qu'elle incarne tout ce qui, pendant l'entre-deux-guerres, fait que les Jeux olympiques que l'on connaît aujourd'hui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que tous les rituels que l'on connaît bien aujourd'hui, les cérémonies d'ouverture, le défilé des nations, le drapeau olympique, et ici, donc, ce que l'on voit, le serment et le drapeau olympique, d'ailleurs, il est au coin à droite, hein, de la photographie en noir et blanc, eh bien, apparaissent pendant cette entre-deux-guerres, et je laisserai évidemment Nicolas Bancel sur son champ de prédilection sur l'invention du parcours de la flamme olympique par le régime nazi. Et ce que l'on voit sur cette photographie, donc c'est assez intéressant parce que ça marque vraiment ces jeux d'après-guerre. On est en 1920. C'est la ville d'Anvers qui a été choisie. Pourquoi? Parce que c'est une ville martyre qui a été assiégée par les troupes allemandes et donc qui est extrêmement bombardée. Et c'est particulièrement intéressant de voir qu'elle est choisie pour symboliser la paix. On voit bien que l'idée développée par les membres du CIO et par Pierre de Coubertin en particulier, c'est précisément de combattre pacifiquement, donc via le sport, et on le voit bien aujourd'hui à travers les compétitions de l'Euro, des championnats du monde de foot, de rugby, etc., qu'on accueille. C'est l'idée donc de combattre pacifiquement, et c'est précisément ce qui est mis en avant dans ces Jeux d'Anvers, à savoir que symboliquement, donc lors de la cérémonie d'ouverture, apparaît un rituel qui a eu lieu jusqu'en 1988, qui est de lâcher des pigeons ou des colombes, hein, c'est le même animal, en guise de paix. C'est aussi de prêter, et là c'est ce qu'on voit, hein, sur cette photographie, c'est le serment de Victor Bouin. Alors Victor Bouin, c'est un athlète belge, héritier des athlètes de l'aristocratie et de la bourgeoisie, hein, savoir qu'il pratiquait beaucoup de disciplines, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Il y a une vraie spécialisation. On a mis fin ou presque aux règles de l'amateurisme. Donc il est médaillé dans plusieurs disciplines. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Donc là aussi, c'est très symbolique. Les pigeons sont lâchés par des soldats pour bien montrer qu'on souhaite que ce soit la der des der, hein, et c'est ça qui permet de relier tous ces événements olympiques au programme scolaire. Et puis on voit donc le drapeau olympique que Pierre de Coubertin a créé en 1913, qui n'apparaît donc
dans les Jeux que en 1920, avec donc ces 6 couleurs hein, en réalité. Donc le fond blanc compte et qui représente donc les 6 couleurs de tous les drapeaux du monde. Donc voilà pourquoi j'avais choisi ces jeux, hein, de montrer qu'on rentre dans cet espace de rituel autour des jeux, de symboles spécifiques de jeux de la paix. Alors qu'on sait que, et c'est ce qu'on montre hein, dans l'exposition du Palais de la Porte Dorée, qu'en réalité, ça ne met pas fin à la guerre et les jeux le rappellent hein, aux jeux de l'Antiquité et à cette trêve olympique. C'est vraiment un imaginaire qui a été surdéveloppé et plutôt mythique, puisque même dès l'époque de l'Antiquité, c'était plutôt un laissez-passer pour les spectateurs et pour les athlètes, hein, et non pas un arrêt des conflits. Et dernière chose sur Anvers 1920, c'est cette idée qu'en réalité, on a des jeux, et on le sait, hein, 1920, c'est très peu de temps après le traité de Versailles, dans une ville qui est complètement ruinée. Et du coup, ce sont des jeux qui attirent pas la foule. Ça attire, ça commence à attirer les médias, mais les tribunes sont vides. Sont des jeux qui sont un véritable échec en termes de spectateurs, contrairement au jeu de 1936 que Nicolas Bancel a pu rappeler, au jeu de 68 de Pascal Blanchard, où c'est les premiers jeux en mondovision, mais on a beaucoup de spectateurs et bien évidemment à Barcelone en 92 où les stades sont pleins et on suit ça en termes de médias. Je rappelle qu'en 1920, les seuls médias qui puissent exister réellement, hein, même si on a les débuts de la radio, c'est vraiment le média du journal. Donc c'est un temps de latence hein, qui intervient après, on a l'information après. C'est rarement à cette époque-là en direct. Merci beaucoup Sandrine. Et Tu as puis alors là, beaucoup dépassé de ton temps, là, hein, Sandrine. T'exagères quand même. transition parfaite de Sandrine Lemaire qui parle de médias, Mondovision, et justement, photo suivante pour Pascal, je crois, Ouais. où nous sommes à Londres en 1948, 12 ans qu'il n'y a pas eu d'Olympiade, et nous avons donc cette photo avec cette caméra au premier plan qui permet de suivre justement cette idée de la médiatisation hein, des Jeux Olympiques médiatisation pardon, grandissante, je suppose, Pascal Blanchard. Oui, en même temps, cette image pourrait être trompeuse. Faut pas se faire piéger. Pourquoi on dit qu'elle est trompeuse? C'est qu'on peut penser qu'à ce moment-là, il y a des téléspectateurs. On invente en fait la télévision avant qu'il y ait vraiment beaucoup de téléspectateurs. Il y a à peu près au maximum 500 000 personnes qui ont pu voir ces images au moment des Jeux. Ce qui est beaucoup par rapport à la naissance de la télévision. Mais comparé aux 4 milliards de personnes qui regarderont la cérémonie d'inauguration à Paris et d'ouverture, on voit bien que c'est infime. Mais c'est le début. C'est le début de cette idée qu'il faut poser maintenant des caméras, non pas comme dans le temps pour filmer aux actualités, les retransmettre après aux actualités cinématographiques, ce qui existait déjà. Je tiens à dire que les gens voyaient en salle des épreuves sportives dans l'entre-deux-guerres, qu'il y avait déjà un réseau interne de télévision au jeu de 36 dans l'Allemagne nazie, très très peu de postes et qui n'est pas significatif en termes de retransmission. Mais là, en 48, on voit, et cette photo est à la fois trompeuse et vraie, puisque pour la première fois, il y a sur les stades même, on a une autre photo dans le catalogue où on voit bien des équipes sur des petits Fenwick qui promènent des caméras. On commence à avoir des télévisions qui suivent des épreuves en direct, y compris en mouvement. Vous le voyez bien là, avec cette caméra, au milieu du stade, on rentre dans quelque chose qui va devenir après une forme de norme, si vous préférez. Juste pour que on l'imagine, et souvent quand on explique aux élèves, quand on fait l'exposition, mais même aux adultes d'ailleurs, il faut quand même se rendre compte que les premiers jeux, on va dire ceux d'avant 14-18, ont été suivis dans la presse. L'émotion sportive, sauf quand bien sûr elle était au stade, hein, elle passait par le média écrit. Elle passait par le reportage 2 jours, 3 jours, 4 jours après une épreuve, la manière dont on allait parler de la sueur, de la course, de la technique. Tout ça, c'était du livresque. L'entre-deux-guerres, il y a une première décennie où on peut qualifier que c'est le temps de la radio. On commence à écouter un match de l'autre côté de l'Atlantique à la radio en direct. On commence à suivre un match de foot. On suit le Tour de France à la radio. C'est une première grande révolution. Bon, nous, aujourd'hui, elle nous paraît banale, mais la révolution de l'instantané, de l'immédiateté, du suivi du chroniqueur, c'est quelque chose qui va populariser énormément le sport et qui va faire que des gens ne vont plus simplement voir le sport qu'ils aiment, mais vont suivre du sport. Ce qui fait l'être les grands magazines qui accompagnent ça, qui les fait se moderniser dessus. Et puis va arriver le sport aux actualités cinématographiques.
qui est concomitant du cinéma parlant. Ça ne veut pas dire que là, on suivait les épreuves, puisque les actualités, par définition, c'est de l'actu. Donc, ça vous donnait des petites brèves. Mais vous commencez à vous familiariser avec un mouvement sportif. Vous commencez à vous familiariser avec les stars sportives. Vous commencez à rentrer dans votre cerveau l'image du sport. Et d'ailleurs, Nicolas l'explique assez souvent quand on parle des Jeux de 36, les Jeux de Berlin, où Leni Riefenstahl va inventer la manière de filmer le sport. Et on le montre dans l'exposition, comme d'ailleurs on montre une des caméras de Leni Riefenstahl, puisqu'elle invente aussi les prises de vue submarines. Et pour la première fois, on voit des nageurs nager. Non pas au-dessus, mais sous l'eau. C'est la première fois où il y a des câbles qui passent au-dessus des sportifs, dans les stades, où la caméra se déplace. Toutes ces techniques que vous connaissez aujourd'hui encore dans les stades, quand on voit les caméras de Canal+, par exemple, pour retransmettre un stade, ben, c'est les Ravenstein qui les inventent. 300 caméras au Jeu de Berlin pour construire son film Olympia, qui est certainement l'un des plus grands films de propagande nazie, et en même temps l'un des plus grands films sur le sport, et en même temps quelqu'un qui a inventé la manière dont on filmait le sport. Et c'est pas que filmer le sport qu'invente Leni Riefenstahl, elle invente l'émotion sportive. On voit l'athlète, on voit la goutte de sueur, qui d'ailleurs n'est pas filmée en direct, mais filmée après avec Jesse Owens, je tiens à le rappeler. On voit le public dans les plans de coupe, qui applaudit, qui hurle, qui crie, qui a l'émotion. On voit des moments et on voit la séquence classique, celle-là, tournée en direct. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle invente, elle réinvente, elle invente d'une certaine manière la manière d'aller puiser dans le différé, dans le direct, une manière de filmer le sport que va reprendre en fait la télévision. La télévision va essayer de faire vivre à ceux qui ne sont pas dans les stades et l'ambiance du stade et l'ambiance sportive, et l'interview des sportifs, et le mouvement sportif, c'est-à-dire suivre le maximum d'épreuves. Alors, je rappelle que le premier marathon qui a été filmé, c'est 1928. On l'est quand même en tête, hein, ça veut dire que c'est quand même assez ancien. Mais là, la télévision, avec ces petits véhicules qui vont accompagner les différents stades et les différents lieux, va être là pour capter tous les moments. Et d'une certaine manière, d'arriver même à montrer une course de fond. Par exemple, les grandes courses comme le 5000 et 10 000 sont pour la première fois suivies intégralement par des caméras de télévision. Alors, on ne va pas s'exciter sur le nombre de personnes qui, bien sûr, ont regardé ces éléments à la télé. Ce que je disais, c'est qu'ils sont extrêmement peu nombreux, mais rentrent et s'installent une pratique. Et à partir de 48, c'est cette montée en puissance qui va aussi correspondre à une chose que les gens oublient complètement. Je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure sur 68 quand on arrive en point d'acmé, qui va correspondre au troisième pilier financier du CIO. Jusqu'à maintenant, au départ, le CIO, en fait, s'appuyait sur l'investissement des États ou des villes et les tickets d'entrée, ce qui donc ne rapportait pas beaucoup d'argent. Les seuls jeux rentables ont été ceux de 32 parce qu'ils ont été financés par le privé en pleine crise économique parce que Hoover refusait de les financer. Ah, par contre, une matrice va commencer à rentrer, les marques, à partir de 32. Et le CIO ne va jamais lâcher cette mamelle financière que vont être les grandes marques. Aujourd'hui, au niveau du COJO, vous avez ce qu'on appelle les marques qui accompagnent l'Olympiade, et puis vous avez les marques mondes qui accompagnent le CIO. Et ça, je dirais que c'est la machine, la vache à lait du CIO. Et puis, la deuxième vache à lait est née à partir de 48. C'est les médias. Les médias avec les droits de transmission. Et ils vont être de plus en plus importants. Ils vont être même, quelque part, un des éléments majeurs. Aujourd'hui, ils représentent entre 30 et 40% des revenus pour une Olympiade. C'est donc fondamental à comprendre. Les droits télévisés que viennent d'acheter NBC aux États-Unis, cette fois-ci après Odyssey, là, pour les 4 prochaines Olympiades, ils ont payé 5 milliards. Il faut juste l'avoir en tête et de se rendre compte que c'est un des piliers qui rapporte 4 fois plus que les tickets d'entrée. Et donc, ça devient fondamental parce qu'on invente en 48 à la fois une manière de filmer, donc faire vivre les jeux en direct, notamment les jeux quand ils auront lieu très très loin de chez nous, les États-Unis par exemple, mais après ce sera Melbourne et ce sera Tokyo. Donc, on est capable de vivre les jeux et on calcule même les horaires des épreuves en fonction du public occidental, ne l'oublions pas, c'est fondamental, que les médias vont commencer de plus en plus à donner leur rythme sur, par exemple, l'organisation des épreuves, comme d'ailleurs les marques donnent leur rythme. Hein. Si Atlanta récupère les Jeux en 1996, c'est pas parce qu'Atlanta est une grande ville sportive, c'est parce qu'Atlanta est la capitale de Coca-Cola. Et là, on a en 48 ce modèle qui va naître et qui va imposer une nouvelle marque dont cette caméra de la BBC est un excellent symbole, puisque aujourd'hui on n'imagine pas des Jeux sans avoir quelque part l'émotion du direct du 100 mètres. Je rappelle que pour le 100 mètres à Paris homme, qui est l'épreuve généralement la plus suivie, d'abord parce que c'est l'une des plus courtes, qu'elle est à un moment généralement très bien placée dans la planisphère des horaires et des timings mondes pour voir cette épreuve. Il y aura entre 800 millions et 1 milliard 200 millions de personnes qui, sur leur portable maintenant essentiellement et non pas les télés, vont suivre cette épreuve en direct. Et certainement 2 fois plus qui la regarderont en différé. Le 100 mètres étant devenu, ça peut paraître bizarre à dire, en 1928 à Amsterdam, c'était le marathon qui était l'épreuve reine à filmer. Le 100 mètres est devenu l'épreuve majeure parce qu'en 10 secondes, vous captez un maximum d'émotions, de temps, et que les gens, d'une certaine manière, qui ne sont donc pas spécialistes d'un sport, le regardent parce qu'ils savent que là, devant eux, c'est devenu un sport qui s'est construit le 100 mètres, en fin de compte, grâce aux médias, à la télé, à la caméra. C'est pas un sport qui, en termes athlétiques,
ou en termes sportifs était considéré comme le sport roi, il l'est devenu via la télé et via les images. Merci beaucoup, Pascal. Nicolas Bancel, on fait à nouveau un petit bond dans le temps. Cette médiatisation que Pascal vient de très bien nous décrire s'accompagne aussi du gigantisme. Et c'est là qu'interviennent les Jeux de Montréal 76 avec cette photo que moi j'ai découverte hein, dans le catalogue de l'exposition qui est surprenante. Hein. Et donc des Jeux qui ont été marqués par véritablement ce gigantisme au moment de la cérémonie d'ouverture, mais aussi la construction, hein, je crois, des stades. Nicolas Bancel sur cette photo et donc ce gigantisme qui accompagne la médiatisation des JO tout au long du XXe siècle. Oui, mais comme l'a dit Pascal, le gigantisme des Jeux ne date pas complètement de 1976. On pourrait le faire remonter, comme je l'ai un petit peu expliqué auparavant, aux Jeux de Berlin en 1936, où le gigantisme est déjà de mise. Mais la question du gigantisme va se poser véritablement en 1976 parce que le projet des Jeux qui est financé par la ville de Montréal est pharaonique, en fait. Pharaonique d'un point de vue financier. Ça se matérialise en fait par l'utilisation de nouveautés technologiques qui sont extrêmement coûteuses, hein, notamment l'invention de pistes synthétiques d'athlétisme qui sont dans ce qu'on appelle du tartan, alors qui va devenir un petit peu le matériau commun, mais qui à ce moment-là est une nouveauté qui coûte extrêmement cher. Le stade, encore une fois, le stade qui est de dimension tout à fait monumentale, hein, puisqu'on y accueille pratiquement 100 000 personnes. J'ai plus le chiffre précis, mais enfin, c'est un stade immense. Et là aussi, où les exploits technologiques se succèdent et se côtoient, avec en particulier sous la férule de l'architecte français Roger Talibert, eh bien, un stade qui va utiliser des dalles de béton précontraints qui sont asymétriques. Donc, il faut en fait des moules spécifiques pour chaque dalle. Ça va coûter évidemment beaucoup d'argent. Alors, c'est un exploit technologique assez extraordinaire en soi, mais le prix à payer est quand même très élevé. Et au final, le projet qui est présenté au CIO pour les Jeux de Montréal est chiffré à peu près, dans mon souvenir, à 400 millions de dollars. Et la facture finale va s'élever à presque 2 milliards de dollars. Donc on a multiplié presque par 5, en sachant que la ville de Montréal a été obligée de contracter un emprunt de 1,65 milliard de dollars et qu'il l'endette pour très longtemps, puisqu'en 1976, il va falloir attendre 2007 pour que cet emprunt soit entièrement remboursé par la ville de Montréal. Alors, au-delà de ces exploits technologiques, de ce coût du stade, hein, qui est d'ailleurs le caractère un peu délirant, mégalomaniaque du maire de Montréal, qui est à l'initiative en fait de ces dépenses somptuaires, se matérialise par une tour qu'on voit pas sur la photo, mais c'est une tour en fait qui doit faire près de 80 mètres de haut. Et le chantier est tellement gigantesque qu'on n'a pas pu la finir. Donc elle s'arrête à peu près à la moitié et on a cette tour un petit peu, un petit peu coupée au centre, hein, comme une espèce de perche amputée qui symbolise d'une certaine manière aussi le caractère déraisonnable des dépenses qui ont été engagées. Euh, Ce qu'il faut souligner aussi dans ce caractère, enfin, dans ce gigantisme qui est promu pour les Jeux de Montréal, et c'est une question qui va se poser, en fait, notamment pour les Olympiades suivantes, qui se sont déjà posées pour des Olympiades précédentes, mais pas avec autant d'acuité que le Stade de Montréal ne va poser cette question, c'est son utilisation ultérieure. Qu'est-ce qu'on fait de ce stade gigantesque pour une ville comme Montréal, qui est une ville importante, évidemment, au Canada, mais enfin, dont le stade est totalement surdimensionné. Et il ne faut pas oublier que lorsque vous construisez comme ça un stade gigantesque, qu'on peut appeler un éléphant blanc, ce n'est pas seulement le coût de la construction qui impacte le budget de la ville et de l'État, c'est également, bien sûr, le coût de l'entretien. Et ce stade, on va pas trop savoir quoi en faire en fait après les Jeux Olympiques. Alors il va servir, on va le donner à une équipe de football et puis enfin le louer à une équipe de football. Ensuite, on va essayer d'en faire un lieu de spectacle, mais il sera jamais rentabilisé. Et c'est un
comment dire, un bâtiment qui continue en fait de peser sur les finances de Montréal. Et Montréal, pour moi, ça annonce un petit peu la catastrophe grecque de 2004, qu'on a tous en mémoire, puisque les Grecs vont organiser en 2004 les Jeux Olympiques à Athènes. Ils vont construire, rénover nombre d'installations sportives, en construire un grand nombre, et vont être télescopés en quelque sorte par la crise financière de 2008. On a toutes ces images en tête de la troïka européenne qui arrive en Grèce pour essayer de remettre de l'ordre dans les comptes publics avec une cure d'austérité tout à fait dramatique pour la société grecque. Et ces stades et ces installations sportives, pas toutes, mais enfin un certain nombre, qui vont se retrouver dans des lieux d'abord qui sont très périphériques à la ville d'Athènes, donc difficilement atteignables, et qu'on voit encore aujourd'hui bien envahis par les racines, par les ronces, par la végétation, comme un lieu un peu de désolation post-jeu. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est 1976 voilà, qui annonce cette question en fait du financement des Jeux, de leur impact économique qui pose des questions en fait aux populations locales qui doivent accueillir les Jeux. On sait, par exemple, ce n'est pas un secret, que les Jeux de Rio étaient contestés par une majorité de la population brésilienne. On sait que les Jeux de Tokyo également étaient contestés par une majorité de la population brésilienne. Et ça pose une question démocratique au CIO, c'est-à-dire la population brésilienne, quand tout le monde dit mais pourquoi vous refusez que les Jeux viennent à Rio? C'est quand même une grande fête du monde, de la paix, de l'entente entre les nations, eh bien, on répondait par des choses extrêmement pragmatiques, hein, que l'argent serait peut-être mieux employé ailleurs, dans l'éducation, dans le logement. Hein. Rio compte un grand nombre de favelas, notamment, dont certaines d'ailleurs vont être déplacées pour faire place nette aux Jeux de Rio. Et 1976, Montréal annonce un petit peu tous ces problèmes qui vont se poser pour les Jeux suivants et pose le problème aussi des candidatures, parce que tous les jeux de l'après 1945 sont des jeux qui sont en fait sous-évalués, sous-estimés dans leur coût. Ils vont totalement tous dépasser le budget, par le doubler, parfois le tripler. Hein. On a l'exemple de Londres, par exemple, en 2012, pardon, comme des jeux exemplaires qui auraient été écologiques, avec une réutilisation des infrastructures. Oui, peut-être, ça reste sur certains points discuté, mais enfin, le coût des jeux, il a été multiplié par 3 pour Londres. On est passé d'un peu moins de 4 milliards à pratiquement 12 milliards. Donc, c'est ce qui se pose en fait avec les jeux de 1976. J'ajouterais, juste pour faire un commentaire sur la photographie, que cette photographie est très intéressante parce qu'elle nous représente aussi un petit peu l'image idéalisée des Jeux qu'on veut présenter pendant des cérémonies d'ouverture qui sont d'ailleurs de plus en plus fastueuses. Celle de 1976, de ce point de vue, est assez extraordinaire d'un certain point de vue, mais où on présente en fait une vision folklorisée en fait des cultures entre guillemets natives. Et on sait que 1976 aussi annonce cette culpabilité postcoloniale du Canada vis-à-vis des Indiens. On les voit défiler ici comme un hommage. On aura évidemment les mêmes symptômes en quelque sorte au jeu de Sydney, avec cet hommage qui est rendu à la population aborigène, qui ne change pas grand-chose en fait au vécu de ces populations. Mais voilà, où les jeux se font une espèce dans ces grandes cérémonies d'ouverture qui coûtent là aussi extrêmement cher, eh bien, une espèce d'aplanissement, on veut aplanir les problèmes, promouvoir la concorde, mais bon, ça reste largement symbolique. J'ajouterais une dernière chose, c'est qu'il y a une concurrence évidemment entre les villes candidates. Et quand on réussit à obtenir les jeux, eh bien, on veut évidemment faire preuve de la munificence maximum. Et dans le cas de Montréal, il y a quand même un enjeu qui est un enjeu plus canadien, je dirais, c'est que Montréal souffre un petit peu de la comparaison avec sa rivale anglophone qui est Toronto, une ville très dynamique sur le plan économique, plus dynamique que Montréal, une ville d'affaires au grand développement industriel avec une classe financière relativement importante. Et je pense qu'on peut aussi voir là l'un des effets pervers d'une certaine manière
dans le cas de Montréal, de cette volonté de concurrencer en quelque sorte la ville qui localement fait de l'ombre un peu à Montréal et qui engage en fait des dépenses pharaoniques qui seront un poids dans le très long terme, même au-delà du remboursement total de la dette pour la ville de Montréal. Merci beaucoup, Nicolas. En plus, c'est intéressant parce qu'il y a eu le parallèle avec une autre photo auquel on avait pensé. Hein, c'est voilà, la photo d'Athènes. Hein, et merci d'avoir fait ce parallèle, hein, très intéressant aussi pour montrer que les questions qui se posaient en 76, ben, finalement, parfois se reposent encore quelques dizaines d'années plus tard, hein, et se reposent encore aujourd'hui, finalement, pour Paris 2024, hein, avec cette question aussi d'héritage. Qu'est-ce qu'on laisse au territoire, aux populations, hein. Et ça fait partie peut-être des préoccupations. Oui, je permettrais juste d'ajouter une chose, c'est que dans les projets, justement, l'héritage qui devient vraiment une thématique importante après les Jeux de Rio, c'est notamment dans l'agenda 2020, puis 2020 plus 5 du CIO, il y a cette question justement, qu'est-ce qu'apportent les Jeux en termes de remodelage urbain? On sait que Londres, par exemple, a énormément joué là-dessus en 2012. C'est une des raisons pour lesquelles il a obtenu la candidature face à Paris. Mais on peut quand même se poser une question. Est-ce que les jeux sont le bon objet, le bon moment, la bonne opportunité pour transformer une ville? Est-ce qu'il n'est pas plus cohérent, plus pertinent finalement de penser des plans à long terme, hors les jeux, hein, qui sont une contrainte en soi, une contrainte même géographique, territoriale, spatiale, pour développer une ville? C'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Merci, Nicolas. Dernière photographie, Yvan Gasto. Nous sommes sur la ligne d'arrivée du 100 mètres au JO de Séoul 88 et Ben Johnson bat, je crois, hein, le record du monde à ce moment-là, mais avant d'être disqualifié. Et donc, c'est bien sûr la question du dopage, alors qui n'est pas nouvelle, hein, dans les Jeux Olympiques, mais qui est au cœur de toutes les attentions et de l'actualité à ce moment-là. Oui, merci beaucoup. Effectivement, alors moi, à la différence de mes camarades, j'ai choisi une image réellement sportive, si on peut dire. C'est que on est là dans un fait de rencontre sportive. C'est, comme vous l'avez très bien précisé, l'arrivée du 100 mètres, épreuve devenue reine au cours des Olympiades. Pendant longtemps, c'était le marathon, et puis c'est devenu au fil du temps le 100 mètres masculin. Donc, on montre aussi comment les sports sont des sports de grand choix. Parfois, c'est très important de noter que certains sports sont beaucoup plus regardés que d'autres. Donc là, c'est le sport le plus, enfin, c'est la discipline, l'athlétisme et le 100 mètres au sein de cette discipline qui est le plus important. Et regardez bien cette image, hein. Tout à l'heure, Nicolas a fait une lecture d'image. Voilà une autre lecture d'image. Vous avez une arrivée au finish, hein, avec un temps d'avance certain pour Ben Johnson, hein, celui qui est en train de brandir le point et qui arrive avec une avance substantielle pour un 100 mètres à 9 secondes 79 devant, alors, une des grandes vedettes aussi, hein, très attendue, Carl Lewis, hein, en seconde position. Donc, c'est une affaire sportive qui se joue ici et c'est aussi deux éléments qui se jouent sur cette image, hein, une affaire de compétition féroce entre ces deux hommes, Lewis, Johnson. Lewis Johnson, c'était déjà la compétition entre tous les deux lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Lewis avait remporté cette épreuve et Johnson avait fini troisième, hein. Et puis c'est aussi une histoire de migration parce que Ben Johnson, c'est un immigré, enfin c'est un fils de migrante, hein, né en Jamaïque, hein, mais installé très tôt avec son jeune enfant aux États-Unis, pardon, au Canada, pardon, en Ontario particulièrement, hein. Et donc, Ben Johnson, c'est sous la bannière canadienne qu'il concourt, mais effectivement, il s'agit là aussi d'une affaire qui se joue entre des athlètes de très très haut niveau. Dans ce contexte, on a là une concurrence qui se met en scène. Et regardez l'image ici très précise qui donne une narration, c'est le regard perçant, enfin on l'imagine, hein, de dos, que adresse Ben Johnson à son rival Carl Lewis pour lui dire que finalement le maître des jeux, c'est lui et pas son adversaire, hein, comme il l'avait plus ou moins prononcé auparavant. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Une belle victoire de Ben Johnson. Or, comme vous l'avez dit, 3 jours plus tard, de manière tout à fait retentissante, avec beaucoup de tourments et de polémiques, eh bien, un contrôle antidopage s'organise autour des différents vainqueurs et des différents athlètes. Et Ben Johnson est contrôlé positif, ce qui va
provoqué un séisme, hein. Nous sommes dans ces Jeux de Séoul en 1988. Et en 1988, bon, on a évoqué tout à l'heure, hein, le basculement dans l'après-guerre froide. Eh bien, là aussi, tout à l'heure, Barcelone, c'était un basculement. Mais déjà, en 1988, se pose d'une manière tout à fait nouvelle, même si la question du dopage dans le sport était déjà posée depuis 30 ans, hein. En fait, on a commencé à développer l'idée de contrôle antidopage dans les années 1960, mais on en avait assez peu parlé, hein, malgré des suspicions, malgré des doutes, notamment à l'égard de l'équipe de RDA, je pense, hein, lorsqu'on voyait des athlètes féminines, hein, avec un physique parfois déformé, hein, susciter des discussions, des persiflages, eh bien là, l'affaire est devenue l'affaire des Jeux de 1988, une affaire qui fait entrer également les Jeux olympiques dans une autre ère, celle des suspicions de dopage, celle des athlètes qui étaient jusqu'alors parfois brocardés, voire euh, expulsés pour des raisons politiques. On l'a vu tout à l'heure avec Pascal sur le podium de 68, parfois pour des raisons de connivence, voire de situations larvées de professionnalisme, avec le bon sportif qui pouvait être avant l'athlète amateur et le mauvais sportif qui était celui qui était professionnel caché. Eh bien, on bascule dans une autre dimension, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 92, on accepte les professionnels. Eh bien, désormais, c'est plus l'argent qui pose problème dans le sport, c'est la question de la triche ou de la santé mise en péril par l'absorption de substances jugées illicites, hein. Je pense notamment aux anabolisants. Et donc, oui, l'affaire Johnson, retentissante, qui va faire que cet homme sera banni, lui aussi, hein, déclassé. Alors, il va purger une longue peine de suspension. Il va tenter de revenir sans jamais pouvoir retrouver son niveau. Donc, une affaire qui s'est réglée sur le plan sportif, mais qui finalement a trouvé son issue sur le plan de la punition et de la sanction. Nouvelle époque pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Yvan Gasto. Il est déjà 19h presque, je crois, 45. Alors, on avait peut-être pour conclure, et avant de passer à un court temps de questions, notamment dans votre dernier ouvrage, hein, dont je rappelle le titre, Olympisme et une histoire du monde, hein, on voit que de nombreuses figures sportives permettent aussi d'incarner cette évolution de l'olympisme. On vient notamment de parler tout à l'heure de Jesse Owens, euh, de, de, des athlètes américains sur ce fameux podium de Mexico 68, ou encore maintenant de Carl Lewis, hein. Donc toutes ces figures ont marqué l'histoire de l'olympisme. Et donc pour conclure, peut-être Pascal, Yvan, Nicolas, Sandrine, est-ce que vous pourriez nous citer une figure de l'olympisme qui vous a marqué de par son parcours ou qui incarne peut-être un des enjeux ou un combat mené lors de ces différentes Olympiades, allant de 1896 finalement à Paris 2024. Je vous laisse peut-être dans l'ordre, voilà, vous faites comme vous voulez, Bah, de manière attaquer. assez courte. Je crois que j'avais ouais, on va essayer de battre un record olympique. Ça, pour les petits camarades, ça va pas être facile. 1 minute pour un champion olympique. Eh, les gars, Merci commencez à Pascal. réfléchir. Commencez à Donc moi j'en Pas ai réfléchir. 10. possible. Pas possible. Alors, moi, j'ai Euh, choisi. C'est toi qui donc commence, moi, Sandrine. moi j'ai 10 minutes, je pense, si on regarde le Comment timing. Non, tu alors commences? moi j'ai choisi Cathy Freeman Ah parce oui. que de fait, dans l'exposition du Palais de la Porte Dorée, là, les clionautes, je vous invite à aller la voir parce que même si c'est pas possible avec vos élèves, allez-y en famille. On a essayé de faire rentrer dans chaque Olympiade, dans l'histoire de chaque Olympiade, par un portrait. Et donc, Cathy Freeman, on est à Sydney en 2000. C'est cette sportive célèbre, hein, sportive australienne d'origine aborigène qui elle incarne effectivement ces Jeux de Sydney à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle est d'origine aborigène et qu'elle a été néanmoins, et vous comprendrez le sens de néanmoins, choisie comme dernière porteuse de la flamme. Et donc c'est elle qui allume la vasque olympique. Et je crois que Nicolas l'a suffisamment rappelé, hein, pour expliquer toute la symbolique et tous les enjeux que peuvent représenter l'organisation des Jeux pour une ville et pour un pays en règle générale. Et donc l'idée pour l'Australie, c'est de faire place nette sur son histoire coloniale et d'essayer de passer au terme qu'ils ont utilisé, hein, la réconciliation. Et à ce titre, ils utilisent l'image de Cathy Freeman, qui, lorsqu'elle gagne sa course, euh,
peut faire le tour du stade avec non seulement le drapeau de l'Australie, mais aussi le drapeau aborigène. Et ça, c'est assez important hein, dans l'histoire, c'est très important dans l'histoire. Alors, beaucoup de gens ne voient pas le sens de cette symbolique. Il faut savoir que 2 ans auparavant, au jeu du Commonwealth, Cathy Freeman avait fait ce même geste et elle avait été décriée. Et donc là, c'est le fruit d'une longue discussion avec les instances à la fois du Comité international olympique, mais aussi du pays, pour pouvoir montrer, faire ce symbole de réconciliation, qui est plus un symbole que une réconciliation réelle, puisqu'il y a encore beaucoup de difficultés entre le peuple aborigène et le peuple australien. Je rappelle que les aborigènes ont été mis dans des camps au moment de la colonisation et massacrés comme on l'a fait avec les Indiens ou comme les Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je crois que j'ai dépassé un tout petit peu le temps, mais ça reste raisonnable. Elle s'auto-justifie, c'est pas beau. Moi, j'ai choisi Constantin Henriques, qui va nous emmener sur les Jeux Olympiques de Paris en 1900. Ça passe par là-bas, oui. Et allô? Oh, c'est bon. Et pourquoi Constantin Henriques? C'est d'abord parce qu'on a découvert tardivement son parcours. On a même souvent confondu ce sportif avec un autre sportif qui venait de Colombie et qui avait fait le tir à la corde. Et en fait, on a découvert très tardivement son histoire et son récit qui est assez incroyable. Alors, je vais essayer de la pitcher. Donc, maintenant, il me reste plus que 45 secondes, montrer à Sandrine que c'est possible. Constantin Henriques est un Haïtien qui fait ses études de médecine à Paris et qui joue au rugby. Très simplement comme son frère à Paris à l'époque. C'est plutôt un bourgeois, de famille bourgeoise haïtienne et autres. Dans la capitale, il est identifié par ses collègues français. Il faut savoir qu'à l'époque, dans le monde olympique, dans les équipes nationales, vous pouvez avoir un compétiteur qui n'a pas la nationalité du pays. Et donc, c'est arrivé dans l'équipe américaine. Corée, aux États-Unis en 1904, va concourir avec les Américains pour faire gagner des médailles aux Américains, que réclament d'ailleurs les Français aujourd'hui. Et là, il manque du moins un joueur un peu costaud dans l'équipe de rugby française. Et on fait appel à Constantin Henriques, que les joueurs connaissaient, notamment les joueurs parisiens qui jouaient dans les clubs parisiens de l'époque, et on lui demande de venir renforcer le 15 de France. Et c'est ce qu'il va faire. Bon, faut dire que le championnat olympique était pas trop compliqué avec 3 équipes, hein, donc ça allait un peu. On avait une petite chance d'être dans les 3 premiers. Nous, les Français, on termine médaille d'or. Et donc Constantin Henriques, qui n'est pas français, qui est haïtien, se retrouve médaillé d'or. L'histoire a posteriori a quand même identifié son récit et ça fait qu'aujourd'hui c'est le premier homme noir non européen, afro-caribéen qui a été médaillé d'or dans une épreuve, ce qui n'est pas un petit détail de l'histoire. Deuxièmement, il a été après le fondateur du mouvement olympique haïtien. Et ce que je trouve extrêmement beau dans son histoire, il a aussi introduit le football et plusieurs sports à Haïti, mais il va former après des jeunes sportifs haïtiens, dont certains reviendront en 1924 à Paris pour participer aux premiers Jeux, où des sportifs haïtiens seront engagés pour symboliser, faire rentrer aussi ce pays dans le concert des nations. Donc je trouve que ce personnage de Constantin Henriques, qui a très souvent été oublié, puis confondu, à qui on a attribué d'ailleurs une médaille d'or au tir à la corde qu'il n'avait jamais gagné, mais parce qu'il a été en proximité de toponymie avec un a un destin extraordinaire, et c'est quelqu'un qui symbolise véritablement l'émergence dans la zone caribéenne après du sport et de l'athlétisme, auquel l'exposition rend hommage, puisque les différents personnages que nous avons choisis sont tous des personnages héros, comme on dit, ou des personnages références parmi les 30 moments clés qu'il y a dans l'exposition. Constantin Henriques est celui de 1900. Of the museum. It's a great pleasure. Thank you. In France today, we need to have you here. Well, thank you. Thank you. It's good to be here. Yeah? Yeah. I'm just excited of being here as they are having me. I think I recognize this. Yeah. Hey, that looks like me. My eyes won't open. That's a prayer, giving honor, how we got there. And you notice the black socks we had on our feet represented poverty, no shoes. I was only 24 years old, 24 years old. And this process was in my mind of helping. I didn't know how, so it was a blessing to help. I didn't bring it to my children in the classroom, but I used that thought to prepare them for the future
Future of love, not future of hate. Thank everybody here, and just remember, you have a brain, use it. T'as vu, Nicolas, c'est À pas moi. mal en 1 minute, hein? Bon, je vais essayer de me glisser entre Nicolas et Pascal. C'est Vas-y. possible? Parce que je suis dans la continuité de Monsieur Henriquez, mon cher Nicolas, cher collègue. Tu me laisses la minute El Wafi, c'est-à-dire celle qui va évoquer ce champion que peut-être les collègues connaissent désormais parce que il a été oublié pendant de très longues années, mais maintenant l'exposition, le livre, les deux livres le mettent en valeur. Il est mieux connu, notamment grâce aux historiens, mais pas que, grâce aussi à des porteurs de mémoire, c'est-à-dire ce médaillé d'or 1928 à Amsterdam qui pose la question de l'athlète colonial, de l'athlète colonisé, de cet Algérien devenu tirailleur pendant la guerre, qui a déjà réussi à survivre à la guerre, ce qui n'était pas une mince affaire, qui est devenu ouvrier d'usine dans les chaînes de montage de Renault Billancourt et qui a trouvé le temps, sait-on comment, pour courir des marathons. Déjà aligné en 1924 à Paris et finissant à une très belle septième place. Et puis persévérant jusqu'à devenir un des favoris des Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam et à la surprise générale, enfin pas vraiment à la surprise générale, mais comme on pouvait l'envisager, eh bien, Bouguera El Wafi, né en 1899, l'emporte au terme d'une course magistrale, ce qui va susciter des commentaires qu'il s'agit d'analyser, qu'il s'agit d'étudier. Le héros indigène est-il un héros français? Ben, la réponse globalement est oui, par la presse de toutes les régions de France, nationales, et même en Algérie, où on salue cette victoire et le destin d'El Wafi et le destin de quelqu'un qui transcende un petit peu les barrières liées à la colonisation grâce à cette médaille qui suscite du commentaire et qui pose la question de savoir si un athlète indigène est-il traité comme un Français. Eh bien, il y a matière véritablement à trouver dans ce parcours quelque chose d'intéressant. Un mot encore, puisque je sais que je n'ai que quelques secondes encore, c'est El Wafi qui est ensuite dans sa carrière dans le discrédit, puisque en 1928, dès qu'il obtient sa médaille, il passe professionnel. Les sirènes de l'argent lui sont offertes. Il signe un contrat avec les États-Unis, des entreprises commerciales qui vont l'amener à courir aux États-Unis dans des courses un peu dans lesquelles il va se perdre pour gagner de l'argent. Alors, il gagnera un peu au départ et puis ensuite il ne gagnera plus rien. Il va rentrer en France avec un maigre pécule qui va rapidement dilapider. Il finit dans la misère en pleine guerre d'Algérie avec un Mimoun qui en 1956 se souviendra de lui et juste avant sa mort lui donnera un dernier hommage. On a oublié El Wafi, on l'a retrouvé ces derniers temps, sans doute quelqu'un qui nous parle pour montrer que les sportifs ont quelque chose à nous dire à l'époque coloniale. Merci Yvan. Et Nicolas, pour conclure, avant Alors, peut-être une rapide question, je vois qu'il y a Jean-Michel qui a déjà levé la main. Donc, oui, peut-être ça fait une très bonne transition avec Abel Bikila, donc, qui est un marathonien. Très bonne transition parce que Bikila, en fait, est un inconnu absolu en 1960 quand il va participer au marathon. En fait, il va remplacer un Éthiopien, un coureur éthiopien qui ne peut pas concourir et il va gagner. Il va gagner à la surprise générale. Il n'a aucune référence internationale. Il court pieds nus, ce qui est là aussi tout à fait étonnant. Et il réalise cet exploit en 1960 et c'est un exploit symbolique. Pourquoi? Parce que ça se passe en Italie, on est au Jeu de Rome, et il va franchir la ligne d'arrivée pratiquement sous l'Arche de Constantin. L'Arche de Constantin, donc, c'est ce monument romain où en 1935, Benito Mussolini avait engagé l'Éthiopie dans la guerre d'Algérie. C'est donc une sorte de revanche symbolique des dominés qui se passe en 1960 à la surprise générale. Et c'est aussi la première médaille d'or pour un athlète issu d'un pays indépendant africain. La renommée de Bikila va tout de suite être mondiale et il va courir en 1964 pour la deuxième fois
aux Jeux de Tokyo et remporté pour la deuxième fois le marathon. Mais alors là, cette fois avec un véritable boulevard, hein. Il met, je crois, je me souviens, plus de 4 minutes à ses adversaires en établissant un nouveau record du monde. Et il devient là une star mondiale, récompensé d'ailleurs par l'empereur d'Éthiopie. Et il est d'ailleurs nommé, je crois, comme je crois, la personnalité la plus populaire de l'Afrique en 1964. Donc, on voit là l'effet symbolique potentiel du sport, cette revanche sur la colonisation, sur une histoire douloureuse, et cette émergence, eh bien, voilà, de figures héroïques qui permettent de s'identifier, non plus au vaincu, mais à un vainqueur qui vient vaincre sur le sol même de ses anciens oppresseurs. C'est beau, non? Très beau. Bravo, Monsieur Bonsal, c'était très très beau. Merci, Superbe. Monsieur Montard. Très beau. Merci beaucoup à vous quatre. Il nous reste même quelques minutes pour préciser peut-être certains points de cette très belle intervention de votre part. Merci vraiment à vous. Jean-Michel, je crois que tu as levé la main si tu as une question à poser. Tu n'as pas activé ton micro, Jean-Michel. On ne t'entend pas. Voilà. Voilà. Pardon, j'ai envie d'abord de dire ma satisfaction d'avoir appris tant de choses. Ça fait longtemps que je suis l'Olympisme, je connais les gens qui sont là. Et vraiment, on apprend encore toujours. Là, je suis en plein dans le bouquin. Je signale qu'on a beaucoup de mal à le trouver à Grenoble. Ouais. Hein, il a fallu que je fasse plusieurs librairies, que j'ai réussi à se le dégoter au fond d'un rayon. Donc, hein, bravo, bravo, ça va être un beau succès éditorial. Ça fait plaisir. Alors, le passé, vous l'avez éclairé. Hein, on sait que le passé, vous êtes historien, on sait que le passé éclaire le présent, on espère en tout cas. J'ai envie de vous poser une question du présent. Euh, je, j'ai l'impression que les Jeux Olympiques de Paris, en tout cas les futurs Jeux Olympiques, c'est un nouveau passage de témoin. Vous avez beaucoup insisté sur des périodes de basculement, hein, de changement. Serait-ce un nouveau passage de témoin entre le CIO qui avait réussi depuis son histoire, depuis son origine, à s'immiscer dans les interstices de la géopolitique, à s'imposer aux États? Est-ce que ce ne serait pas le retour des États, symbolisés par des choix de ville, qui imposeraient leurs choix et qui seraient aujourd'hui à nouveau capables de dicter en quelque sorte une forme d'olympisme nouveau au CIO? Ça, je peux peut-être répondre, si vous me l'accordez, mes chers amis. Allez-y, mais bon, vous abusez un peu, Monsieur Bonsal. Ah, excusez-moi, Monsieur Blanchard, je vous Allez-y, laisse la parole. votre brillance va nous éclairer. Alors, peut-être deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, il faut savoir que lorsqu'une ville candidate aux Jeux Olympiques et qu'elle obtient l'investiture du CIO, elle est contrainte par un ensemble de dispositions qui sont extrêmement contraignantes, hein, et qui se jouent à tous les niveaux. Ça se joue au niveau de la sécurité, ça se joue au niveau je dirais, de la viabilité des infrastructures et de leur excellence pour recevoir les Jeux. C'est très technique, hein. Il y a des dizaines et des dizaines de pages qui doivent être absolument respectées et que les villes s'engagent absolument à respecter. Donc c'est très bordé. On a parlé tout à l'heure de la question de l'héritage. Là aussi, maintenant, c'est plus seulement des déclarations d'intention, hein. C'est-à-dire qu'il y a un suivi de l'héritage, entre guillemets, des Jeux et qui se fait au regard des promesses qui ont été émises par la ville hôte lors de sa candidature. Donc, je dirais que du point de vue de l'organisation, ça reste quand même très, très contrôlé par le CIO. On en sait quelque chose, nous, parce qu'on a organisé un programme autour des Jeux Olympiques, et je peux vous dire que utiliser le mot olympisme, la marque olympique, c'est extrêmement compliqué et qu'on se heurte souvent, parfois en tout cas, eh bien, à des refus qui sont non négociables en quelque sorte, hein. Donc, le CIO tient sa machine. La difficulté aujourd'hui, elle est tout à fait réelle, c'est que de plus en plus de villes renoncent en fait à la candidature pour les raisons que j'ai évoquées, pour des raisons de coût, pour des raisons de popularité. Je vous donne un seul exemple. Ensuite, vous savez, moi je travaille en Suisse, on a des référendums, pardon, qu'on peut appeler d'initiatives populaires, qui se jouent à tous les niveaux, au niveau communal, cantonal, fédéral. Et en 1992, la Suisse pensait pouvoir peut-être accueillir les Jeux d'hiver. Il y a un référendum qui a été fait dans le canton du Valais
parce que le Valais était le principal canton qui devait recevoir les Jeux. Ce référendum a été négatif et la Suisse a dû renoncer en fait aux Jeux Olympiques. Donc le CIO est face à cette double difficulté, la difficulté de continuer à imposer ces chartes très contraignantes à tous les niveaux, et de l'autre faire face bien, à ce désamour en quelque sorte des villes, notamment dans les pays démocratiques où l'opinion peut s'exprimer et peut exprimer son désaccord. Et c'est pourquoi elle a sécurisé jusqu'en 1932, d'ailleurs, les prochaines candidatures. On se souvient, par exemple, que Los Angeles a obtenu l'investiture du CIO sans concours, hein. Elle avait été devancée par Paris pour 2024. Eh bien, pour 2028, le CIO a dit, OK, vous ne l'avez pas cette fois, mais comme vous candidatez, eh bien, on vous donne les Jeux pour 2028. Donc, vous voyez, c'est cette contradiction, cette difficulté auquel fait face le CIO aujourd'hui. Tu peux dire aussi, Nicolas, que Brisbane a reçu sans aucune compétition, il n'y Tout a à pas eu de fait. débat, en automaticité a reçu les Jeux de 2032, Voilà. qui ouvre certainement une nouvelle histoire des Jeux Olympiques. On en parlait entre nous, dans 20 ou dans 30 ans, il est certainement évident que le principe des concours des villes n'existeront plus, parce que tous les référendums dans toutes les villes font échouer le processus. Ça aura lieu sur plusieurs villes. C'est aussi un des modèles qu'est en train de réfléchir le CEO et qui est certainement comme la Coupe du Monde de football en 2030 sur 4 pays. Ce sera une logique qui va aussi. D'abord, c'est une logique financière. Les médias sont en train de demander à ce que les Jeux maintenant retrouvent l'idée première sur 6 mois et non pas sur 15 jours. Parce que c'est beaucoup plus rentable pour les médias, comme une compétition, un championnat d'Europe, par exemple. Et puis, comme la dimension maintenant de s'appuyer sur des infrastructures existantes, parce que le CE, il trouve aussi son intérêt. Ça coûte beaucoup moins cher à faire et on peut tout de suite être sûr du bénéfice puisqu'il y a moins d'infrastructures à construire. Tous ces éléments-là, Vigarello le disait très très bien, et avec un truc qu'il va falloir qu'on accepte tous d'avoir en tête, en 2040, la moitié des sportifs seront assis puisque les épreuves majeures seront le e-sport. Bon, ça, c'est de la projection. Ah, Nicolas, regarde le monde, ce que te dit aujourd'hui Vigarello, si tu veux que des jeunes rentrent dans le monde du olympisme, c'est le e-sport. Ouais, on aura le Vitesse. e-sport, c'est quasi certain. Ouais. Ah, tu verras, tu verras. Toutes ces mutations vont arriver. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde de 2030 est extrêmement intéressante à suivre, la manière dont elle est en train de se structurer comme une grande compétition internationale. Ouais, ce qu'on peut aussi penser, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pascal, mais c'est que le CIO fait face à une question démocratique. On l'a vu dans les pays démocratiques où les opinions ne sont pas toujours favorables à l'accueil des Jeux. Mais il y a une autre question démocratique qui se pose, ce sont les pays autoritaires qui accueillent les Jeux. Et là, il n'y a pas besoin de référendum. Absolument. Voilà. Et peut-être que si le CIO doit continuer sur ce modèle-là sans se transformer, on ira de plus en plus vers des jeux dans des pays qui ne sont pas démocratiques, parce que là, il n'y a pas d'opposition tolérée et possible. Yvan, Merci, merci je beaucoup. te sentais chaud, bouillant pour participer à cette Non, conversation. je n'ai rien à rajouter sur ce sujet. Ah là Si là ce là 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 là, n'est mais là, il est- répéter ce qu'ont dit brillamment mes collègues. Alors, en tout Moi, cas, j'attends les autres questions de Jean-Michel. non, D'une mais discrétion de Violette. vous avez Toujours vu le aussi doigt que levé. c'était un beau travail d'équipe. Bon, il manque nos 3 autres commissaires, mais qui vous saluent également, que ce soit Stéphane Mourlan, Elisabeth Joly ou Sébastien Gocalp. C'était un très très beau travail collectif aussi sur le catalogue, puisque vous avez vu, il y a près d'une soixantaine d'auteurs qui ont été rassemblés sur le catalogue et près d'une trentaine sur le livre. C'est une sacrée aventure depuis 4 ans. Sandrine, qui a porté toute la partie pédagogique de l'exposition, c'est quelque chose au niveau du travail qui a été fait, mais comme toute l'équipe, puisque ça a été des centaines de conférences, on va, au moment de l'ouverture des Jeux, et on sera à 6,5 millions, en fin d'année à 7 millions de visiteurs, de ce que tu as vu dans ton établissement scolaire. 7 millions d'adultes ou d'élèves, à 80% des élèves, dès le cycle 2-3 jusqu'au monde universitaire pour les étudiants, ont vu cette expo sous des formes différentes, en extérieur, en intérieur, en totem, en affiche. Et je trouve que c'est intéressant, c'était aussi un très bel exercice pour des scientifiques et des chercheurs d'emmener un travail grand public. C'est-à-dire avec, bien sûr, il y a l'expo à la Porte Dorée, c'est plus classique, le gros catalogue, le livre, le travail pédago de terrain. Tous ces éléments-là, c'est un vrai exercice que toute l'équipe a eu à faire, et heureusement qu'on est nombreux pour le faire. Le conseil scientifique réunit 50 personnes. Ça a été un très, très bel exercice, je trouve, intellectuel et pédagogique, de savoir comment emmener un programme pour essayer de toucher un maximum d'enseignants, dont je rappelle que les premiers tests qu'on avait faits, c'était en 2020 à Créteil, les amis, où il y avait un taux de retour extrêmement négatif des enseignants quand on leur disait le mot Jeux Olympiques. Et tout de suite, ils nous l'ont dit, avoir une exposition qui ne soit pas critique, qui n'ouvre pas sur d'autres territoires, qui n'arrive pas à avoir une lecture critique, qui ne parle pas d'autres sujets que simplement ça, le sport attire pas forcément les profs et les enseignants, surtout en histoire. Et deuxièmement, les Jeux Olympiques ne sont pas du tout aimés.
Donc c'était dès le départ une hypothèse qu'on a posée, c'était comment faire en partant d'un sujet qui n'était pas du tout attractif pour les enseignants. Donc ça a été une vraie écoute et Sandrine notamment l'a porté avec toute une équipe d'enseignants, je tiens quand même à le dire, parce qu'elle n'a pas confié ça à des universitaires parce qu'on est tout à fait incompétents pour faire de la bonne pédagogie. Et elle l'a confié à des pédagogues et à des enseignants. Et c'est certainement aussi pour ça que le programme pédagogique a bien marché, c'est qu'il a été pensé par des profs qui sont des praticiens et qu'à côté, tout le travail qu'on a fait, y compris les évolutions, c'est une expo qui a changé, muté, les gens s'en rendent à peine compte des petits détails. Mais on a changé beaucoup de choses dans l'exposition en 4 ans par rapport aux critiques qu'il pouvait y avoir, par rapport à ce que nous demandaient les enseignants et autres, pour essayer d'arriver à avoir un objet pédagogique qui réponde à des attentes et qui soit surtout multi-utilisation par des profs de PS, des profs d'histoire, des profs dans d'autres domaines qui pouvaient s'en Ouais. emparer. Bravo, Sandrine. Et j'aimerais rajouter, comme vient de le dire Jean-Michel, c'est qu'on a beaucoup appris, nous aussi, en travaillant sur ce sujet, parce que Oui. finalement, le monde du sport, et en particulier des Jeux Olympiques, est un réservoir de réflexions possibles, d'histoires, de destin, de compétitions qui sont souvent édifiantes de l'ère du temps qui va, des évolutions géopolitiques. Et on n'a pas fini de travailler sur ces sujets. Il me semble qu'on a un réservoir d'archives, de documents, de documentation, de problématiques qui n'est pas prêt de se tarir. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Il y en a beaucoup appris. Ce qu'on avait envisagé en 2020, c'est beaucoup modifié au fil du temps. Et je me permets aussi de préciser aux collègues qui sont là que les expositions sont au moins en partie consultables sur Internet, si je ne dis pas de bêtises, Oui. notamment celle de la CASDEN. Et c'est vraiment, il y a des pépites dedans, hein. Moi, demain, dans mon établissement, les élèves de troisième passent leur oral et j'ai plusieurs élèves qui ont choisi comme sujet l'olympisme, avec différentes entrées, hein. Et je leur ai bien sûr tous conseillé d'aller utiliser notamment ce site-là. Et tous, vraiment, sont ressortis extrêmement contents, l'ont aussi montré à la maison parce que voilà, il y a aussi bien du texte que des photographies, hein, il y a même une bibliographie, une cytographie à la fin, si je me souviens bien, hein, qui permet, si on le souhaite, alors là peut-être plutôt pour des adultes, hein, des parents, d'aller prolonger la réflexion, hein. Donc c'est aussi, voilà, ces sites sont aussi de véritables pépites. Merci encore en tout cas. Merci à Eh bien, vous. Ouais. merci à vous. Vous nous enverrez le lien, comme À ça on va tous. pouvoir aussi le diffuser dans nos réseaux, notamment des profs, puisque ben, ça nous a fait un réseau de 5500 profs qui ont reçu l'expo, qui est un fantastique réseau aussi aujourd'hui, ben, avec qui on travaille en continu et en information. Donc avec grand plaisir pour avoir le lien, pour le renvoyer à tous. Eh ben, merci à vous, hein, et puis Oui, un bonne grand soirée merci. à tous les collègues. Merci Maude pour C'était l'organisation. un très bel entretien. J'ai reçu plusieurs messages comme quoi c'était passionnant. Il y a quelqu'un qui va essayer d'organiser une visite rapide avec ses élèves si c'est possible. Donc, il y a, je pense, beaucoup d'enseignants qui vont être intéressés par ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et Merci à merci vous. pour avoir rendu cet entretien très agréable. C'était un échange très sympathique entre vous. Merci à vous. Merci à vous. Donc, Merci à vous. passez un bel été. Merci. Et Au revoir, régalez-vous merci à vous. bien À bientôt. avec les JO. À Au revoir, bientôt. bonne fin de Au revoir, semaine. bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Ouais. Bonne soirée. Bonsoir.